Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 4 août 2022. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier le développement des projets du ministère des Transports au niveau de la République et la position exécutive de ces étapes de construction. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Aishel. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd et le ministre des Transports, le lieutenant général Kamel El-Wazir. La réunion a porté sur l'examen du développement des projets du ministère des Transports au niveau de la République et la position exécutive de ces étapes de construction. Dans ce contexte, le lieutenant général Kamel El-Wazir a présenté les efforts continus de développement et de modernisation du système de transport public avec toutes ses composantes à l'échelle républicaine, ainsi que les étapes futures de divers projets, outre la fourniture des sources de financement. Kamel El-Wazir a également passé en revue les projets les plus importants du secteur des transports dans la ville de Sharm el-Cheikh, en particulier le développement du port maritime de Sharm el-Cheikh, pour soutenir le potentiel touristique de la ville, ainsi que le développement en cours de l'aéroport de Sharm el-Cheikh en termes d'installations majeures et de couloirs aériens, dans le cadre du développement global de la ville, en vue d'accueillir le sommet mondial sur le climat en novembre prochain, où le chef de l'État a ordonné d'achever au plus tôt possible tous les travaux de développement des services de la ville, afin de recevoir les invités d'Égypte participant à la COP 27. Le président el-Sisi a donné ses directives d'augmenter la dépendance des projets du ministère des Transports sur les composants fabriqués localement, conformément aux normes internationales, en partenariat et en coopération avec le secteur privé, mettant en considération la valeur cruciale du système de transport pour progresser l'infrastructure du pays. La réunion a aussi abordé les plans du ministère des Transports visant à tirer le meilleur parti des terrains inutilisés du ministère, notamment dans la région de l'Est du Caire, en plus de construire des bâtiments pour fournir les services de soins sanitaires. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous cette réunion avec du président de la République, avec le ministre des Transports et la ministre du Planification également et le Premier ministre, concernés sur les projets, les grands projets qu'entreprend à présent le ministère des Transports dans la République tout entière et surtout dans la ville de Sharm el-Cheikh? Premièrement, le président nous a habitués à ce genre de rencontres pour justement suivre ce qui arrive partout dans les divers ministères, etc., etc. Cette fois-ci, on a discuté Sharm el-Cheikh, étant donné que cette ville va ôter le COP 27 d'ici quelques semaines. Oui. Donc il faut se préparer. Alors il a demandé que les travaux vont un peu plus vite sur le plan de disons l'amélioration des services dans l'aéroport de Sharm el-Cheikh, oui. D'un côté, dans les réseaux routiers qui mènent vers Sharm el-Cheikh de l'autre, le port de Sharm el-Cheikh encore pour attirer plus de touristes, etc., etc. En principe, il a parlé de Sharm el-Cheikh sur tous les plans, comme une ville verte qui va ôter une conférence je pense que c'est la plus importante conférence de l'année peut-être, oui. Dans tout le monde. C'était un des sujets principaux de sa rencontre avec le ministre et il a demandé certainement à la ministre de Planification d'essayer de trouver les moyens pour financer tout ce qu'il faut pour ceci. D'autre côté, il a demandé au ministre de Transport, il y a beaucoup de terrains, comme vous l'avez dit, qui appartiennent au ministre et qui ne sont pas utilisés. Alors il a demandé qu'ils soient utilisés pour présenter
des services aux citoyens égyptiens sur le plan santé, sur le plan autre, simplement pour essayer d'augmenter les revenus du ministère du Transport en utilisant les terrains qui appartiennent au ministère. Donc ça, c'était principalement les discussions et durant l'entretien avec les trois ministres. Docteur Raouf, si on parle de l'importance des transports et des moyens de transport et de les pourvoir pour le citoyen égyptien, l'importance de cela sur l'économie égyptienne et les investissements étrangers. Premièrement, sur le plan citoyen égyptien, si jamais il y a des moyens de transport disponibles, vite, rapides, etc., ça réduit le temps et ça économise sur le plan fatigue et santé, etc. Donc ça augmente la productivité et l'efficacité des ouvriers et des citoyens en général. Ce qui se reflète directement certainement dans l'économie, sur l'économie. D'autre part, comme vous l'avez dit, les investisseurs, que ce soit investisseurs locaux ou étrangers, une des choses qui est très importante pour eux, c'est comment transporter ces produits de l'usine vers les ports, comment transporter ces besoins importés des ports à l'usine. Donc ça, c'est encore une chose excessivement importante. En général, ça représente un des piliers de l'infrastructure. Donc ça, c'est important pour les investisseurs et c'est pour ça que le président donne aussi d'importance aux réseaux routiers comme partie vitale de l'infrastructure pour essayer d'améliorer et aussi un peu l'infrastructure en général en Égypte. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, au terme de votre explication, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyste politique. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Selon les directives du président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, et dans le cadre de la solidarité de l'Égypte avec le peuple libyen frère, suite à l'explosion d'un camion-citerne qui a fait un nombre de blessés, un avion de transport militaire de type C-130 équipé médicalement a décollé de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de la base militaire de Benina dans la ville libyenne de Beni Ghazi pour transporter des dizaines de blessés souffrant de diverses brûlures à la suite de l'accident pour recevoir des soins à l'hôpital des forces armées à Helmeya. Le département de services médicaux a immédiatement relevé l'état de préparation de l'hôpital des forces armées à Helmeya pour l'orthopédie et la supplémentation et a poussé le personnel médical avec les outils et les fournitures nécessaires et les blessés ont été transférés de la base aérienne de l'Est du Caire par un nombre d'ambulances équipées médicalement. L'évacuation sanitaire des blessés vient affirmer le rôle central de l'Égypte à soutenir les efforts de l'État libyen pour surmonter toutes les crises auxquelles il est confronté. De même, le commandant général des forces armées a présenté ses sincères vœux aux blessés pour un prompt rétablissement. L'ONU a annoncé mardi le prolongement in extremis pour 2 mois supplémentaires de la trêve en vigueur au Yémen avec l'espoir d'intensifier les négociations afin de parvenir à une paix plus durable dans ce pays ravagé par près de 8 ans de guerre. Confronté à l'une des pires crises humanitaires au monde, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique est dévasté par le conflit qui oppose les forces du gouvernement aux rebelles Houthis. Je cite, « J'ai le plaisir d'annoncer que les parties ont convenu de prolonger la trêve dans les mêmes conditions pour 2 mois supplémentaires du 2 août 2022 au 2 octobre 2022. C'est ce qu'a déclaré l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Hans Grunberg.
Ce cessez-le-feu inclut un engagement des parties à intensifier les négociations pour parvenir à un accord de trêve élargi dès que possible, a-t-il précisé dans un communiqué. Le président américain Joe Biden a salué la reconduction de la trêve et la période de calme sans précédent au Yémen, selon un communiqué de la Maison-Blanche. L'Union européenne a salué dans un communiqué mardi l'extension de la trêve et appelé les protagonistes à continuer de la respecter et à œuvrer pour une relance des négociations de la paix sous l'égide de l'ONU afin de parvenir à un règlement du conflit. Selon l'ONU, la guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, les 2/3 de la population ayant besoin d'aide humanitaire face notamment au risque de la famine à grande échelle. Et des experts de l'ONU ont appelé hier le Conseil des droits de l'homme à lancer une enquête internationale sur l'explosion massive survenue à Beyrouth il y a déjà 2 ans, qui a tué plus de 200 personnes et décimé une vaste étendue de la capitale libanaise. Je cite, « À l'occasion du 2e anniversaire de l'explosion, nous sommes découragés de constater que les habitants du Liban attendent toujours que justice soit faite et nous demandons qu'une enquête internationale soit ouverte sans délai. » C'est ce qu'ont affirmé les 6 experts indépendants. La puissante explosion dans laquelle un stock de nitrate d'ammonium entreposé dans un entrepôt portuaire a explosé le 4 août 2020 a détruit 77 000 appartements, blessé 7 000 personnes, déplacé plus de 300 000 autres et au moins 80 000 enfants sans abri. Dans une déclaration, les défenseurs ont indiqué que les victimes doivent obtenir justice et les auteurs doivent rendre des comptes. Alors que le processus d'enquête nationale a été bloqué à plusieurs reprises, les experts notent que les familles des victimes ont donc appelé la communauté internationale à mettre en place une enquête indépendante dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Et l'Irak en proie à une crise politique qui empêche la formation d'un nouveau gouvernement depuis la tenue des élections législatives anticipées le 10 octobre 2021. Muqtada Sadr a exigé hier la dissolution du Parlement irakien et des élections législatives anticipées dans un pays en proie à une crise politique qui empêche la formation d'un nouveau gouvernement depuis la tenue des élections législatives anticipées en date du 10 octobre 2021. Dans une allocution télévisée, Muqtada Sadr a déclaré qu'à partir de ce moment, il n'y aura plus d'anciennes figures. Il a plaidé en faveur d'un processus démocratique révolutionnaire pacifique et des élections démocratiques anticipées après la dissolution du Parlement actuel. Depuis la publication des résultats officiels des dernières législatives, le courant sadriste a opté pour une large réformation s'agissant entre autres de la réforme du régime politique et l'éradication de la corruption. Et le chef d'Al-Qaïda, Ayman Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est ce qu'a annoncé lundi en direct la télévision le président américain Joe Biden. Zawahiri a été l'un des terroristes les plus recherchés au monde et les États-Unis promettaient 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Introuvable depuis plus de 10 ans, il était considéré comme un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001 qui avait fait près de 3 000 morts aux États-Unis. Sa mort permettra aux familles des victimes tuées dans les tours jumelles de World Trade Center à New York et au siège du Pentagone près de Washington de tourner la page, c'est ce qu'a déclaré le président américain. L'attaque au drone a été menée à l'aide de 2 missiles Hellfire et sans aucune présence militaire américaine au sol. C'est ce qu'a précisé un responsable américain.
Al-Zawahiri avait été repéré à de multiples reprises et pour de longues durées sur le Balkan où il a finalement été touché dans la capitale afghane, a-t-il ajouté, alors que le bâtiment ne porte pas de traces d'explosion et personne n'a été blessé dans l'opération. Le ministre afghan de l'Intérieur avait démenti les informations faisant état d'une frappe de drone à Kaboul, indiquant qu'une roquette avait touché une maison vide de la capitale. Et mardi, le porte-parole des talibans a condamné une attaque aérienne menée à l'aide de drones américains sans faire état de victimes ni mentionner le nom de Zawahiri. La présence de Ayman Zawahiri à Kaboul constitue par ailleurs une violation claire des accords conclus à Doha en 2020 avec les talibans qui s'étaient engagés à ne pas accueillir Al-Qaïda sur leur sol. C'est ce qu'a noté le haut responsable américain. Et au moins 7 personnes ont été tuées dans des inondations suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur plusieurs régions des Émirats arabes unis. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de ce pays du Golfe. Des pluies torrentielles sans précédent à cette période de l'année se sont abattues sur les Émirats de Fujairah, Ras Al Khaimah et Sharjah, selon les autorités qui ont annoncé avoir apporté des secours à des centaines de personnes en détresse. 80% des personnes dont les maisons ont été endommagées par les inondations sont rentrées chez elles et la plupart des routes touchées ont été rouvertes. Des pluies torrentielles ont sévi également récemment dans d'autres pays de la région comme l'Iran où au moins 24 personnes ont péri et dans des inondations près de la capitale Téhéran, selon des sources officielles. Et nous terminons avec cette magnifique nouvelle annonçant l'accueil des Pyramids Air Show 2022. Un nombre de spectacles aériens ont été organisés hier dans la zone des Pyramides y ont participé l'escadrille coréenne Black Eagles, l'escadrille égyptienne Silver Stars et l'escadrille d'hélicoptères Gazelle. Des éléments des commandos et de parachutistes égyptiens ont presque un nombre de spectacles dans le cadre du festival qui a été marqué par la participation des musiques militaires égyptiennes qui ont joué un nombre de chants patriotiques. Le spectacle aérien Pyramids Air Show 2022 a fait preuve de la profondeur des relations d'amitié et de coopération reliant l'Égypte et la Corée du Sud. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.